Salut, un petit message introductif juste pour te dire ce dont va parler cette vidéo. J'ai fait cette vidéo à la volée, sans rien préparer. J'ai juste parlé d'une expérience qui est une retraite Vipassana. Donc c'est 10 jours de méditation intensive, sans parler, sans aucune distraction, sans téléphone, sans ordinateur, sans livre, sans la possibilité d'écrire, dans un temple. Donc c'est 10 jours de vie comme un moine bouddhiste. Et je vais vous dire en fait ce que j'en ai retiré, comment ça se passe, à qui je le conseille et faire une petite analyse on va dire de cette expérience que j'ai eu la chance de faire en novembre 2020. Donc si toi aussi tu te poses des questions sur ta vie, sur ton quotidien, tu ne te sens pas 100% épanoui, tu pourras peut-être trouver des clés, des éléments de réponse à travers ce genre d'expérience. Tu pourras peut-être à travers cette vidéo savoir si ça peut te correspondre ou pas. Donc j'espère vraiment que ça sera pertinent et bon visionnage. Salut! Bon déjà je vais un peu recontextualiser juste qui je suis, d'où je viens, pourquoi je me suis retrouvé à faire cette retraite, pour que vous compreniez dans quel état d'esprit je suis arrivé pour faire cette expérience de vivre 10 jours comme un moine bouddhiste, dans le silence, sans aucune distraction, à méditer 10 heures par jour. Je vous dis tout. Alors moi je m'appelle Guillaume, j'ai 25 ans, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis passionné de développement personnel et spirituel. J'ai testé beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses, j'ai beaucoup notamment étudié les écrits d'Eckhart Tolle qui m'ont beaucoup parlé très jeune. Je suis quelqu'un de très positif, très enthousiaste, je me considère comme vraiment heureux et épanoui dans ma vie. Je viens de finir mes études, je viens de finir une expérience entrepreneuriale qui a été très demandeuse en termes d'énergie. Et maintenant, j'ai décidé de remettre le voyage et le développement personnel au centre de mon quotidien. Et c'est pour ça que durant les mois d'octobre et de novembre 2020, je suis parti voyager 2 mois tout seul. Donc c'est la 3e fois que je partais tout seul en voyage, je crois, dans les auberges de jeunesse, à la rencontre de personnes, à la rencontre d'autres nationalités, de personnes qui vraiment sortent de mon cadre, sortent de mes milieux sociaux, de mon milieu, de mes amis du lycée, de l'école, que j'ai pu rencontrer, les amis de mes amis. Et à la fin de ces 2 mois, j'ai fait cette expérience de 10 jours de retraite dans un temple Vipassana que je voulais faire depuis déjà 2 ou 3 ans. Pendant que je m'occupais de gérer mon entreprise il y a 2 ou 3 ans, j'avais des périodes où j'étais plus stressé que d'habitude. Alors je suis quelqu'un de très détendu et ça me demandait beaucoup de travail. Je dirais une grande partie de mon esprit qui était vraiment concentré sur le projet, tout le temps des problèmes à régler, etc. Je sentais que mon quotidien n'était pas 100% épanouissant. Moins en tout cas que ma jeunesse où je sortais tout le temps, j'étais tout le temps à rencontrer de nouvelles personnes, tout le temps en voyage, tout le temps en soirée, de mes 16 à mes 23 ans. Quand j'ai décidé un peu d'arrêter tout ça, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la cigarette après 7 ans de tabagisme, j'ai dû un petit peu remodeler mon quotidien. Quand tu es sorti le soir toute ta vie, depuis que tu es au lycée et que tu te retrouves à vouloir prendre du temps pour toi, faut que tu retrouves de nouvelles occupations. Et donc voilà, j'ai voulu remettre le développement personnel au centre de ma vie, mais j'ai aussi voulu lancer des nouveaux projets qui n'ont pas été exactement épanouissants pour moi. Bref, donc maintenant que j'ai fini mes études, etc., j'ai décidé vraiment que le développement personnel, c'était la base de mon quotidien. Et après cette expérience Vipassana, j'ai vraiment su, il y a vraiment eu quelque chose qui a fait que c'était une évidence qu'il fallait que je partage toutes les connaissances que j'ai pu accumuler au fil du temps, les expériences que j'ai pu faire, les choses que j'ai pu observer chez mes amis, chez les gens que j'ai rencontrés, voilà, des observations sur la vie. Donc dernière chose que je précise par rapport au contexte, ça faisait 3 ans que je voulais faire cette retraite Vipassana. Je m'y inscris pendant mon voyage. À un moment, j'hésite à faire la retraite Vipassana tellement mon voyage se passe bien, tellement les gens que je rencontre, c'est incroyable, je me sens en forme. Je rencontre des gens d'une bienveillance extrême que je recroise après dans d'autres villes, dans d'autres auberges. C'est vraiment un quotidien, en tout cas qui, moi, est fait de spontanéité et me plaît totalement. Et j'ai hésité à y aller. Je vous raconterai une anecdote à la fin de cette vidéo par rapport au fait que j'ai hésité à finalement faire cette retraite Vipassana. Mais finalement, j'y suis allé dans une énergie, un niveau d'énergie vraiment super positif. J'y suis allé, j'étais vraiment à mon top, mentalement, physiquement. La vie était légère. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cet état dans lequel parfois tout s'enchaîne. Il n'y a plus de contraintes, tout est positif. La vie devient légère. Il n'y a pas de fardeau, il n'y a pas de... On ne se sent pas lourd, on va dire, dans son quotidien. Vraiment, le quotidien est super fluide. Donc voilà le contexte dans lequel je suis arrivé faire cette expérience. Donc maintenant, Vipassana, c'est quoi? En quoi ça consiste? Déjà, il faut savoir que c'est une expérience qui est gratuite. C'est ouvert à tous. C'est une retraite spirituelle, mais non dogmatique. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de croire en quelque chose. Il n'y a pas besoin d'être croyant en quoi que ce soit. C'est ouvert absolument à tous. Quelle que soit votre nationalité, votre origine, vos croyances, vous pouvez y aller.
Et c'est vraiment, comment dire, un stage tourné vers l'expérience. On vous incite, on va dire, à tester des choses. Vous suivez un enseignement et c'est à vous après de vous faire votre avis. Voilà, il n'y a pas d'endoctrinement comme on pourrait l'imaginer pour d'autres stages de ce type. Donc on appelle ça une retraite Vipassana. C'est quelque chose qui provient des enseignements bouddhistes qui datent d'il y a plus de 2000 ans et qui reprennent des techniques de méditation qui sont censées nous libérer de la souffrance. C'est un peu ce qui est évoqué, ou en tout cas atteindre des niveaux d'éveil assez avancés. Voilà, c'est un petit peu ça la théorie. C'est une technique qui a d'abord été proposée dans des centres en Birmanie au XXe siècle, donc il y a je crois 50-60 ans. Puis face au succès que ça a rencontré, ça s'est répandu en Asie, puis en Occident. Et maintenant, il y a des centaines et des centaines de centres partout dans le monde. Donc où que vous habitiez, vous pouvez le faire. Il y a un site qui s'appelle dhamma.org où vous pouvez trouver les centres disponibles, voilà, essayer de vous inscrire, etc. Comment maintenant ça se passe en termes d'organisation, en termes de quotidien en fait? Parce que peut-être vous vous dites, oui bon d'accord, 10 jours de méditation, 10 jours de retraite spirituelle, mais en quoi ça consiste en fait? Voilà, c'est pas clair pour moi et je comprends. Moi aussi j'y suis allé, je savais un peu en quoi ça consistait, mais je ne m'étais pas documenté de manière très profonde sur le sujet. J'y suis allé voilà, de manière assez spontanée, assez ouvert d'esprit et ça a été une incroyable surprise. Mais c'est vrai que j'ai découvert un petit peu le processus dans quoi ça consistait. Alors en quoi ça consistait? C'est 10 heures de méditation par jour pendant 10 jours. Chaque jour, comment dire, je vais vous faire le programme de chaque journée. Le matin, c'est réveil à 4 heures. 4 heures, ça fait mal, 4 heures du matin quand on n'est pas habitué. 4 heures du matin le réveil, 4h30 à 6h30, 2 heures de méditation, 6h30 à 8h, petit déjeuner. Pour le coup, dans le centre où j'étais en Espagne, c'était des petits déjeuners qui étaient très copieux, vraiment nourriture végétarienne, c'était vraiment bien. En général, on mange de 6h30 à 7h et de 7h à 8h, vu qu'on s'est réveillé très tôt, la plupart des participants allaient se reposer, peut-être faire une sieste pour certains, moi ça m'est arrivé par exemple. De 8h à 11h, grosso modo, c'est 3 heures de méditation. Alors il peut y avoir des petites variantes entre chaque méditation, il y en a certaines qu'on est obligé de faire dans un hall général où tous les participants sont là, donc on parle d'à peu près une centaine de personnes dans mon cas. Je rappelle qu'on était en période de coronavirus, etc. Donc peut-être qu'en général, il y a un peu plus de monde, ou voilà, je ne sais pas exactement. Mais moi, c'était une centaine de personnes, hommes et femmes séparés. On peut voir quand on est un homme, les femmes que dans le hall général, sinon on ne les voit pas pendant les 10 jours, aucune femme. Et on peut les voir que de loin, on est censé pas les regarder. On est censé ne pas regarder les autres participants non plus. Pourtant, voilà, on est en chambre partagée, on vit avec des gens, mais on est censé, voilà, on n'a pas le droit de communiquer. On n'a pas le droit d'échanger, on est censé voilà, pas trop communiquer par le regard, pas trop se regarder et vraiment rester dans sa bulle, libre de toute distraction. Voilà, c'est un peu ça qui est un peu prôné en fait par l'expérience. Quand on arrive à 11h, on a notre repas. C'est le gros repas de la journée, c'est vraiment là où je vous conseille de bien manger. Tout le monde fait la queue, on est servi, on essaie de se faire comprendre avec les servants qui sont aussi des participants à la retraite mais qui ont déjà participé et qui participent donc d'une manière un peu différente. Ils donnent de leur temps de manière bénévole pour servir, ça peut être par rapport à l'organisation générale du logement, du camp, ou alors voilà, ça peut être pour faire le repas, servir la nourriture aux participants. De 11h à 13h, en gros, c'est un moment où vous êtes assez libre, vous mangez et après vous pouvez un peu vous balader. Nous, on avait une petite forêt en dessous des habitations et du centre de méditation. On pouvait aller se balader, c'était vraiment très agréable, il y avait un petit ruisseau. Quand il faisait beau, c'était assez incroyable. 13h, on reprend la méditation de manière très globale. De 13h à 17h, c'est 4 heures de méditation. Alors de temps en temps, vous pouvez faire 1 heure ou 2 heures de méditation dans votre chambre si vraiment vous en avez marre d'être dans le hall général. Ça dépend des heures. Il y a des heures qui sont obligatoires dans le hall. Bon, je ne vais pas rentrer non plus trop dans les détails, mais jusqu'à 17h, c'est méditation. De 17h à 18h, il y a un break. Ils appellent ça le tea break, en fait, où vous avez le droit à deux fruits et un thé ou une tisane ou un café, quelque chose comme ça. 18h, 1 heure de méditation de 18 à 19. 19h, vous avez un discours. Alors moi, j'ai fait ma retraite en Espagne, j'ai fait le stage de méditation en Espagne. Donc je faisais partie des personnes où il y avait peu de locuteurs en français, je ne parle pas espagnol, malgré le fait que j'ai voyagé 2 mois en Espagne. Donc voilà, donc j'avais un casque où j'écoutais pendant 1 heure un discours. C'est le même pour tout le monde, partout dans le monde, traduit, etc. Un discours qui était parfois très inspirant, j'y reviendrai après.
parfois un peu moins, mais voilà, ça m'a donné beaucoup d'idées par rapport à comment j'ai envie de construire ma vie, ou en tout cas des choses que j'ai envie d'améliorer dans mon quotidien. Ça parlait aussi des techniques qu'on avait testées le lendemain, puisqu'en fait sur les 10 jours évidemment il y a une évolution. Au début c'est des exercices simples, on se concentre sur la respiration, sur une petite partie du corps, et petit à petit on se concentre vraiment sur tout le corps, on essaie de ressentir des vibrations, ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Je rentrerai un peu plus dans les détails aussi plus tard. Ça c'est de 19h à 20h. De 20h à 21h, dernière heure de méditation, et après 21h, certaines personnes peuvent poser des questions à 2 enseignants qui sont là, un homme pour les hommes et une femme pour les femmes, et vous pouvez faire la queue, poser une question à l'enseignant. Personnellement, je ne l'ai pas fait puisque j'ai trouvé que les explications étaient toujours très claires. Comment ça se passe maintenant, une heure de méditation? Il faut savoir qu'entre chaque heure de méditation, vous pouvez prendre un break de 5 minutes évidemment. Au début des heures de méditation, en général, on écoute un enregistrement donc qui est Goenka, qui est la personne qui a créé ce stage de 10 jours de méditation. Et on l'écoute et il nous donne un peu les instructions, ou alors des fois il lance un petit peu la méditation, mais après, en général, il parle pendant 10 minutes et après, c'est 50 minutes où on doit faire les exercices. Parfois, c'est un scan du corps, parfois, pour ceux qui sont un peu familiers avec la méditation, parfois, c'est se concentrer sur sa respiration. Je tiens à préciser quelque chose. Ça a été un stage qui a été très, 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 très difficile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu beaucoup d'abandon. C'est fou quand même, parce que les gens qui se retrouvent à faire ce stage de méditation, ils savent quand même vers quoi, je pense, ils vont. Ils savent que ça va être 10 jours, peut-être avoir une certaine légère expérience dans le domaine ou avoir une certaine force mentale que tout le monde n'a pas. Et moi, j'ai vu beaucoup d'abandon, quelqu'un dans ma chambre, quelqu'un dans la chambre d'à côté. Je dirais qu'on est à peu près à 20-30% d'abandon. Et pourquoi il y a autant d'abandon? Parce que vous pouvez vous dire, oui, bon, 10 jours, pourquoi j'abandonnerais? Parce que c'est dur. Parce que c'est dur, 10 jours déjà sans parler à personne. Aucune distraction, je ne l'ai pas précisé, mais aucune distraction. Vous n'avez pas le droit d'écrire, vous n'avez pas le droit de lire, vous n'avez pas le droit à votre téléphone, pas d'ordinateur. Vous n'avez pas de distraction. Vous n'avez pas le droit de faire du sport. Vous pouvez vous balader un petit peu parfois quand il y a des moments de break, mais aucune distraction. C'est dur physiquement puisque plus on avance dans les journées, plus on nous demande de rester sans bouger. Et parfois, on doit passer 1 heure d'affilée sans bouger, en tailleur. Et je peux vous dire que il y a des douleurs qui apparaissent dans le dos, il y a des douleurs qui apparaissent un peu partout dans le corps. Et c'est pas facile en fait, c'est pas facile. Donc voilà, mentalement, physiquement, c'est pas facile. Je comparerai cette expérience en termes de difficulté au fait d'avoir arrêté de fumer. Voilà, j'ai arrêté de fumer il y a 2 ans, j'ai fumé pendant 7 ans entre 12 et 15 cigarettes par jour. L'effort mental que ça demande pour arrêter, c'est à peu près le même effort mental. Je dirais, c'est légèrement plus dur d'arrêter de fumer, mais c'est assez comparable. Je dirais que c'est à peu près le même effort mental que ça demande pour rester les 10 jours, pour rester concentré, pour faire tous les exercices, pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Et pour ne pas partir en fait, parce qu'il y a des gens qui sont partis au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, au bout de 4 jours. Après, quand on dépasse un certain stade, si vous restez jusqu'au 6e, 7e, 8e jour, j'ai vu beaucoup moins de gens arrêter. Je pense qu'on sait qu'on se rapproche de la fin et on avance, on voit sa progression, on ressent des choses très très fortes. Et peut-être vous vous dites, mais à quoi ressemblent les autres participants? Est-ce que ce sont des personnes, je sais pas, à fond orientées dans le développement spirituel? Est-ce que ce sont des religieux? Est-ce que ce sont des personnes âgées? Moi, je vais vous dire ce que je pensais. Avant de faire l'expérience, donc je revenais de mes 2 mois de voyage et tout, j'avais rencontré beaucoup de jeunes tout le temps, etc., beaucoup de voyageurs, des gens très ouverts d'esprit, très intéressants, des gens qui n'ont rien parfois. Et c'est vrai que je me suis dit que je vais passer 10 jours dans un stage intensif en quelque sorte de méditation. Je vais me retrouver avec des gens beaucoup plus âgés, des personnes peut-être qui ont plus avancé dans leur vie, qui font un peu un point spirituellement, où est-ce qu'ils en sont, qui ont envie de se retrouver, je ne sais pas. J'imaginais plutôt les personnes de 50, 60 ans et je pensais que à 25 ans, j'allais être le plus jeune en fait. Et alors en fait, j'étais le plus jeune ou l'un des plus jeunes, ça c'est sûr, mais la moyenne d'âge était plutôt entre 28 et 38 ans, je dirais. Pour les personnes à qui j'ai pu parler le dernier jour, puisque le dernier jour, on peut commencer à communiquer avec les autres. Après 9 jours, dans un silence absolu, on peut un peu parler aux autres et donc savoir d'où ils viennent, leur parcours, comment ils sont arrivés là. Donc les gens sont pas si âgés que ça, entre 28 et 38 ans, je dirais en moyenne. Quelques jeunes comme moi de 25-26 ans. Au niveau de que font les personnes dans leur vie, parce que vous pouvez vous dire, oui, c'est que des, comment on pourrait dire, pas des babos, mais bon, vous comprenez, c'est que des personnes qui vivent dans des champs, qui vivent dans leur caravane, des personnes un peu marginales. Eh ben, pas du tout. Il y avait de tout.
Il y avait beaucoup de gens qui sont un peu dans un esprit de voyage, notamment une personne qui était partie 2 ans à vélo en Afrique par exemple, tout seul. Il y a quelqu'un qui voulait devenir clown. Je me souviens, il y avait pas mal d'ingénieurs, au moins 3 ou 4 personnes qui étaient ingénieurs dans des grands groupes. Il y avait un cadre chez Google par exemple. On pourrait se dire, bon, que fait un cadre de chez Google, qui est quand même l'une des entreprises les plus puissantes du monde, à faire 10 jours de stage de retraite spirituelle, de stage de méditation. C'est assez étonnant, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer le côté, c'est ouvert à tous. Les nationalités étaient assez variées aussi, évidemment prédominance d'Espagnols puisque c'était en fin fond de l'Espagne dans la forêt, mais c'était assez varié. D'ailleurs, pour parler du centre, le centre était vraiment super bien, l'organisation parfaite, il n'y a rien à dire. J'ai passé 2 mois auparavant dans les auberges, comme j'ai précisé plusieurs fois, et je dois avouer que c'était super propre, que là on dormait dans des dortoirs, mais on était 3 par chambre, c'était vraiment super confortable, la nourriture top, vraiment c'était très très bien organisé, parfois bien mieux que dans certaines auberges, certains hostels que j'ai pu faire précédemment. Maintenant, je vais peut-être vous parler un petit peu de ce que j'ai ressenti. Alors là, c'est plus personnel, j'aurais bien aimé faire quelque chose d'assez général par rapport à l'expérience en elle-même, mais je suis obligé de vous livrer mon expérience personnelle. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une expérience qui est 100% intérieure. Vous vous en doutez, en fait, il n'y a plus aucune stimulation extérieure. Vous n'avez plus d'écran, plus d'ordinateur, plus de téléphone, plus de livre, plus rien, plus la possibilité d'écrire, plus de communication avec les autres. Donc vous vous retrouvez un peu face à vous-même et c'est assez intéressant puisqu'on observe déjà les mécanismes un petit peu de l'esprit, comment l'esprit commence à s'activer, à tourner un petit peu en boucle. Et on vit parfois des expériences très fortes. Alors déjà, première chose à préciser, j'ai trouvé que les journées étaient très très intenses. On pourrait se dire c'est incroyable, on passe 10 heures par jour à méditer, donc concrètement, en plus c'était une technique de méditation qui demande d'avoir les yeux fermés. Donc on passe 10 heures par jour, les yeux fermés, assis en tailleur, à ne rien faire. Et il reste quelques autres heures qui sont remplies avec des repas et des balades en gros, et c'est tout. Ou alors du temps avec soi-même. Et les journées étaient incroyablement intenses. C'est incroyable parce qu'en fait, on passe tellement de temps dans un état de conscience plus élevé, tellement de temps connecté au présent, à son corps, au présent, à ses sensations, puisqu'il y a beaucoup d'exercices qui nous demandent de nous reconnecter à nos sensations, qu'en fait, on est vraiment plus ancré dans ce qui se passe, on passe beaucoup moins de temps dans ses pensées. Quand on est dans son quotidien, moi je le sais, j'ai vécu sur Paris, j'ai bossé dans une grande entreprise sur Paris, je vois ce que c'est le quotidien, on est tout le temps en train de penser ce soir je dois voir machin, j'ai des mails à faire, l'assurance habitation, tac, tac, lui dans le métro j'ai pas mon ticket, machin. On a des pensées toute la journée et plein de pensées dont on se rend même pas compte, c'est une ébullition, c'est vraiment des pensées compulsives, c'est pas forcément des pensées négatives, mais on est dans notre esprit toute la journée. Et en plus, je le voyais, pour le coup, là, je travaillais 8 heures par jour sur l'ordinateur, donc j'étais là dans les mails, les trucs, vraiment complètement pas du tout connecté à mon corps. Là, en fait, je vois complètement le contraste. Par exemple, on est pleinement conscient, on est vraiment dans un état de présence très très fort. Et ce qui fait que les journées sont intenses, en fait. Les journées, on les ressent de manière intense. Ces 10 jours, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ont duré 6 mois. Mais pas 6 mois parce que je m'ennuyais, parce que c'était long et que je me disais, putain, quand c'est que c'est la fin ? Mais 6 mois parce qu'en fait, c'était tellement intense que les journées étaient longues dans le bon sens du terme en fait. Donc ça, c'est une première analyse que j'avais envie de faire. Une autre expérience que j'avais envie de partager, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, je faisais les exercices, etc. J'atteignais des niveaux de conscience très élevés, on ressent vraiment des choses, on se sent dans un état de calme et de plénitude et d'observation très très fort. Ceux qui pratiquent un peu la méditation, ils ont probablement déjà expérimenté ce genre de choses. On sent vraiment une empathie envers les autres, envers la nature, envers les choses. Il y a un côté où on se sent un peu plus connecté, on va dire, à la réalité. Mais il y a aussi autre chose. On avançait dans les journées, etc. Et à partir du 4e jour, on nous demande de ne plus bouger pendant 1 heure. Pour une première fois, on nous demande de ne plus bouger. Au début, on pouvait changer de position, essayer un peu de se recaler bien pendant l'heure de méditation. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que on faisait un scan corporel où on était censé ne plus bouger et quand on ressentait une douleur, on devait vraiment se concentrer sur la douleur, essayer de la dissoudre en quelque sorte pour la faire disparaître. Et moi, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Donc, quand on a commencé les journées où on avait des heures de méditation, on ne pouvait pas bouger, je commençais à ressentir des douleurs dans le dos. Mais vraiment très fortes parce que notre dos est tout le temps droit toute la journée pendant des heures et des heures. Petit aparté, c'est le cas pour la plupart des autres participants, ça j'ai pu le confirmer le 10e jour quand on peut un peu discuter avec les autres. Donc je commençais à avoir des douleurs, etc. Et j'ai essayé de faire cet exercice, me concentrer sur la douleur, etc.
Et c'est incroyable, on se rend compte très vite, comme il le dit parfois dans les discours le soir, donc Goenka le soir, je vous ai dit de 19h à 20h, parfois on entend des discours, il parlait souvent de l'impermanence des choses, que tout est impermanent, que tout est temporaire. Vous êtes temporaire, vous allez mourir, je suis temporaire, tous les êtres vivants autour sont temporaires, tout est temporaire, toutes les situations dans votre vie sont temporaires. Si vous avez un bon boulot maintenant, c'est temporaire, vous n'aurez pas toute votre vie un bon boulot et c'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un de connu maintenant, c'est temporaire aussi. Et voilà, et si vous êtes SDF aussi maintenant, c'est aussi temporaire, les choses changent, évoluent et c'est quelque chose vraiment qui est souvent répété, je trouve, dans les discours du soir, assez intéressant. Et on nous dit aussi que les douleurs qu'on peut ressentir, ou en tout cas les sensations qu'on ressent dans notre corps, sont temporaires. Et donc en se concentrant sur la douleur là, que je commençais à ressentir dans le dos, au bout d'un moment, elle disparaît. Et là, ce que j'ai ressenti, c'est très fort. J'ai ressenti d'un coup mon corps qui s'est relâché. Genre vraiment, c'est comme si j'étais comme ça, concentré, le dos droit, puisqu'on nous dit d'avoir le dos droit pour se concentrer. Je me fais mon scan, je ressens la douleur. Je me concentre sur la douleur. Je me concentre, c'est pas facile. Je vois, il n'y a pas de pensée qui arrive. Je suis vraiment dans le moment présent. Et là, boum, la douleur disparaît et mon corps s'est relâché et en même temps qu'il s'est relâché, j'ai commencé à pleurer. En gros, je ressentais la douleur, boum, d'un coup la douleur disparaît et je commence à pleurer. Et là, c'était assez incroyable, ça m'est arrivé 2-3 fois. En plus, je suis quelqu'un de relativement peu sensible, je pleure très peu souvent. Je ne sais pas à quoi c'était lié, j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer, mais c'était pas comme tout le corps qui se met dans l'état où on pleure, où on sent vraiment tout son corps qui est en quelque sorte immergé par l'émotion. Là, c'est vraiment juste les larmes qui coulent et qui n'arrivent plus à s'arrêter. Et vraiment un relâchement extrême. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc ça c'est à noter. C'est arrivé à d'autres personnes. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont pleuré ou qui ont ressenti des émotions très fortes. Donc comme quoi, il y a vraiment ce côté, on se reconnecte à des choses profondes, parfois ancrées. Je tiens à préciser aussi quelque chose, il y en a beaucoup d'autres participants qui ont souffert énormément pendant ces 10 jours, qui ressentaient beaucoup de douleur, de souffrance, qui avaient beaucoup de pensées négatives. Alors en ce qui me concerne, ce n'était pas mon cas. Étant donné que je suis quelqu'un, je pense, d'assez sain, d'assez bien avec moi-même, d'assez congruent en quelque sorte entre la vie que j'ai envie de mener, la vie que je me mène, plutôt positif, optimiste, enthousiaste. En fait, j'ai pas beaucoup de douleurs enfouies, je pense, au fond de moi. Et pour des personnes qui ont eu peut-être une vie avec plus de souffrance ou qui ont eu du mal à guérir de certaines ruptures amoureuses, de certaines expériences de la vie ou des choses comme ça, il y en a certains qui ont beaucoup de douleurs enfouies, qui ont eu des enfances difficiles. Et c'est dur pour eux, c'est très dur. Ils ressentent beaucoup de difficultés, beaucoup de pensées négatives qui apparaissent. En tout cas, c'est ce que m'ont raconté les personnes avec qui j'ai pu partager à la fin. Donc en ce qui me concerne, assez peu de douleur, mais j'ai quand même eu ce côté, l'émotion qui a été forte d'un coup. Ça a été dur de reproduire tous les jours cette expérience, d'aller tous les jours aussi profondément dans ses ressentis profonds. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte aussi qu'à certaines journées, l'esprit commence à penser, il ne s'arrête plus. Moi, j'ai vraiment pris conscience de quelque chose, c'est que quand j'ai aucune distraction, à quoi je pense ? En fait, c'est intéressant parce que là, vous dans votre quotidien, moi dans mon quotidien, dans la vie normale en fait, déjà on n'a pas tant conscience de ça, de à quoi on pense, puisqu'on a des pensées toute la journée, mais on en a tellement, et on a tellement de choses à faire, etc., on a rarement conscience de ses pensées. Il faut déjà atteindre un certain niveau de développement spirituel pour avoir conscience de ses pensées. Souvent, il y a plein de gens, ils ne sont même pas conscients qu'ils pensent toute la journée en fait. Ils ont juste l'impression, ils sont un peu en mode automatique et ils ne s'en rendent pas compte. Mais bon, déjà si on a un peu avancé dans le monde du développement spirituel, qu'on médite, voilà, ce genre de choses, on peut avoir un peu conscience de ses pensées. Mais là, qu'on n'a plus aucune distraction et qu'on médite 10 heures par jour, on a vraiment conscience, toutes les pensées qui peuvent passer, on en a vraiment conscience, toute la journée, du lever jusqu'au coucher. Et voilà, et on se rend compte de à quoi on pense. Moi, je vois que je passe beaucoup de temps à penser à mes amis, par exemple, beaucoup de temps à penser aux autres. J'ai passé beaucoup de temps à penser à la vie de manière générale aussi. Je me suis fait des analyses sur la société et sur la vie. J'aime bien faire ça en général avec mes amis, partager nos points de vue sur la vie, sur comment on a envie de construire notre quotidien, sur l'épanouissement. Mais là, vraiment, c'était... je voyais que je partais dans des analyses, etc. Prends conscience des choses auxquelles on pense, c'est assez intéressant. Et donc les personnes qui ont beaucoup de souffrance en elles, mais qui ne le ressentent pas trop, puisqu'elles anesthésient leur cerveau au quotidien, devant Netflix, devant beaucoup d'occupations, devant
voilà, à des drogues, de l'alcool et choses comme ça. Et donc ils ne se rendent plus forcément compte des pensées négatives ou de la souffrance qu'il y a en eux. Et là, les personnes qui se retrouvent livrées à elles-mêmes sans aucune distraction, forcément, elles se retrouvent un peu face à cette souffrance. C'est aussi pour ça que je ne conseillerais pas forcément cette expérience aux personnes qui ont beaucoup de souffrance en elles, parce que ça peut être un peu trop violent et je pense qu'il faut y aller graduellement. Je reviendrai un peu plus tard sur à qui je conseille cette expérience. Une autre expérience que j'ai envie de partager, c'est quand ça s'est fini. En fait, quand les 10 jours se finissent, donc vous avez parlé à personne, à part le 10e jour, vous commencez à parler aux autres, mais déjà, waouh, alors je suis quelqu'un de hyper sociable, j'adore parler aux autres. Pour preuve, j'ai vraiment vécu 2 mois en auberge de jeunesse et j'étais comme un poisson dans l'eau, trop content de parler à des nouvelles personnes tous les jours. Waouh, reparler à des êtres humains après 10 jours vraiment dans sa tête avec soi-même, on bug un peu. Comment je réaborde, de quoi je parle en fait, de quoi je parle. Au début, les premières choses que je me dis mais putain là, il n'y a que des Espagnols, qu'est-ce que je vais leur dire? Déjà je parle pas leur langue, c'était dur quoi. Mais on s'y refait très vite. Et surtout quand ça s'est fini, donc moi j'ai trouvé un gars qui a pu m'amener à Madrid pour la suite de mon voyage. J'étais passé auparavant par l'Andalousie, donc tout le sud de l'Espagne, la côte, etc. Je suis remonté. La retraite spirituelle, elle s'est faite à 2 heures de Madrid, un peu dans la campagne, enfin au milieu de nulle part. Je trouvais quelqu'un qui m'amène à Madrid et en arrivant à Madrid, waouh, là je peux vous dire que c'est le choc. Franchement, quand vous avez passé 10 jours dans un calme absolu, avec aucun bruit dans la nature, vous entendez que les oiseaux, les choses comme ça, vous revenez dans une capitale européenne, c'était dur. Déjà, j'avais l'impression de marcher comme un escargot. Alors je suis quelqu'un qui marche assez vite, en général assez dynamique, un peu impatient, qui est tout le temps là, allez hop, on y va, tac, 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 on y va. Là, c'était vraiment plus en mode waouh, il y a du bruit de partout. C'était un peu compliqué, je me sentais très sensible. Pour preuve, donc je suis arrivé dans une nouvelle auberge, donc là c'était déjà un peu difficile pour moi, il y avait beaucoup de bruit partout, il y avait beaucoup de monde, j'avais un peu du mal à me réadapter à tout ça. Et je pars me balader tout seul dans la ville de Madrid. Je mets de la musique. Je n'avais pas écouté de musique depuis 2 semaines, enfin depuis 12 jours, quoi, en gros, un peu avant le début du stage de méditation. Je marche, etc. dans la rue et là, je ressens une émotion. Je commence à pleurer en fait. Ce qui se passe, c'est que je marche dans la rue avec la musique et c'était tellement beau. Je ressentais tellement de gratitude de voir toute cette vie autour de moi et même je ressentais tellement de chance en fait de pouvoir vivre la vie dont je rêve, la vie que j'avais envie de mener, de voyages, de rencontres, etc. J'ai commencé à pleurer et je ne m'arrêtais plus aussi. Je marchais et j'avais un peu la chair de poule et un état un peu de béatitude, on va dire, et d'épanouissement extrême. Donc voilà, c'est, je pense, un état de gratitude très fort. La gratitude, c'est quelque chose que tout le monde ne perçoit pas très bien parce que c'est un sentiment, à mon avis, qu'on ressent rarement. J'ai vraiment une gratitude intense, naturelle, on va dire, naturellement. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, aie de la gratitude. Parce que la gratitude, quand on lit les gens qui en parlent, souvent, c'est ayez de la gratitude d'être en vie. Donc c'est un processus où on se force en quelque sorte. Il y a eu un petit bug au niveau de la vidéo, je finis rapidement tant que j'ai un peu d'espace sur mon téléphone. La gratitude, c'est vraiment quelque chose où il y a la gratitude pour les choses que tu as pu faire aujourd'hui. C'est très bien, c'est un bon réflexe, on va dire, pour développer sa positivité pour les gens qui peuvent être un peu pessimistes, un peu négatifs. Mais là, c'était vraiment une gratitude, waouh, naturelle en fait. On peut pas, c'est vraiment waouh, c'est des états qu'on ne contrôle pas. Exemple contraire, le lendemain, je prends 2 tasses de café dans l'auberge. Et ça a été tellement violent pour moi après 2 semaines justement de calme, etc. que j'arrivais plus à manger après. Je commençais à trembler comme ça pendant que je me faisais mon repas. Et j'ai failli faire une crise d'angoisse. Alors j'ai quasiment jamais, les crises d'angoisse, je suis quelqu'un, comme je vous l'ai dit, très positif. Donc c'est une expérience qui est très forte. On ne peut pas revenir à la vie réelle le lendemain. Vous ne pouvez pas faire ça en 10 jours et le lendemain reprendre votre vie normale et aller au boulot. Ça va être trop violent. Donc je pense que pour les personnes qui veulent faire cette expérience, premier conseil que je donne, c'est de se sentir prêt. Voilà, se sentir prêt, je l'ai précisé, c'est une expérience qui est assez difficile, qui est intense émotionnellement, selon dans quel état vous êtes aujourd'hui, qui est dur physiquement aussi, qui est dur mentalement. Je pense qu'il ne faut pas se forcer. Il y a un moment où les choses se mettent en place pour faire des expériences et c'est là où je vais vous raconter une petite anecdote. Je voyageais dans le sud de l'Espagne, je reprends encore cet exemple, je suis désolé, j'en ai parlé souvent pendant cette vidéo, mais parce que là, pour l'anecdote, c'est vraiment intéressant et pour vous prouver à quel point la vie, parfois, en faisant confiance à la vie, les choses se passent vraiment incroyablement bien. Quand on fait confiance à la vie, quand
quand on ne cherche pas à tout contrôler et que les choses se déroulent naturellement bien. Je voyageais dans le sud de l'Espagne et mon voyage se passait incroyablement bien. Donc je me sentais vraiment dans un état mentalement au top, physiquement au top, des rencontres tous les jours, au soleil, etc. Et je commençais à me dire, tiens Guillaume, est-ce que ça vaut vraiment le coup que tu ailles faire cette expérience de 10 jours tout seul à parler à personne, alors que là, ton quotidien est absolument incroyable en fait. Je commençais à hésiter, etc. Je me trouvais à Cadiz. Vous pouvez regarder où c'est Cadiz sur la carte. C'est au sud-sud de l'Espagne. Voilà, on peut voir le Maroc depuis la ville. Et la retraite spirituelle pour laquelle j'avais été accepté était une semaine, 10 jours après. Je commence à hésiter, tiens, est-ce que j'y vais, etc. Je rentre de la plage et tout, j'étais allé surfer. Et là, je vois quelqu'un dans les parties communes de l'auberge. On commence à discuter, un gars grave sympa, un Français, Romuald, si tu regardes cette vidéo. Et le jour où on discute, c'était le jour où j'ai commencé à avoir mes doutes par rapport au fait de faire Vipassana ou pas. Et de manière très simple, cette personne avait déjà fait exactement Vipassana l'été précédent. C'est la première personne de ma vie que je rencontre qui a fait Vipassana. Alors ok, ça devient un petit peu plus tendance depuis 2-3 ans, j'en ai entendu parler dans des podcasts, des trucs comme ça. Mais c'est quand même assez rare un jeune de mon âge qui a fait Vipassana et comme par hasard on en parle et il me dit quelque chose de très simple. Il ne m'a pas spoilé comment ça se passe, etc. Vas-y absolument. Il m'a juste dit, tu sais, moi j'ai trouvé que c'était une expérience super enrichissante. Je te conseille vraiment d'y aller. Tu as la chance d'avoir ta place, vas-y. Il m'a juste dit ça en fait. Et c'est fou parce que c'est le jour où j'ai commencé à avoir des doutes. Je rencontre à une semaine d'y aller et vu que je voyageais de manière très spontanée, c'est-à-dire que chaque jour je pouvais un peu adapter mon voyage, je trouvais un blablacar, un bus, machin, je réservais en fait mes logements au jour le jour quoi. Donc je pouvais toujours réadapter mon voyage et j'avais rien prévu pour la suite. Donc je pouvais aller ou pas en fait à la retraite faire l'expérience Vipassana. Il me dit ça et j'ai vraiment pris ça comme un signe. Je me suis dit c'est quand même incroyable. Des fois il y a des, je ne sais pas comment on peut appeler ça, des synchronicités, des choses comme ça qui se passent, qui vous incite vraiment à suivre un chemin. Comme si on vous guidait un peu. Quand vous êtes à l'écoute, des fois on vous guide. Et je ne crois pas à des choses mystiques ou autres. Mais bon, voilà, c'est véridique en fait, c'est du factuel, c'est du concret. Il pourra témoigner si jamais il regarde cette vidéo. Et truc incroyable, et là vraiment je trouve ça incroyable. Donc une semaine plus tard, je me débrouille pour y aller, je trouve quelqu'un en covoiturage qui peut m'amener au fin fond de l'Espagne et tout. Je fais les 10 jours de Vipassana et c'est pas une blague. Je vous ai dit qu'après j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'amener à Madrid. J'arrive à Madrid, j'arrive dans une nouvelle auberge. Donc juste comme ça, Madrid c'est plusieurs millions d'habitants. Le nombre d'auberges à Madrid, d'hostels à Madrid, c'est probablement des dizaines. J'arrive dans la chambre de mon hostel. Donc l'hostel il avait peut-être une dizaine de chambres, je sais pas. Donc une dizaine de chambres, une dizaine d'auberges et des millions d'habitants. Et je trouve une personne dans la chambre de l'hostel où j'arrive, Romuald. La personne qui m'avait conseillé 2 semaines plus tôt de faire Vipassana. Et je retrouve le jour où Vipassana s'arrête. C'est-à-dire que le matin, on est encore en train de méditer entre 4h30 et 6h30. Je trouve un covoiturage à midi pour m'amener à Madrid. J'arrive à Madrid dans mon auberge, dans ma chambre. Je retrouve cette personne qui était censée faire autre chose. Il faisait des workaway. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des petits volontariats un peu partout en Espagne. Je retrouve à Madrid dans la même auberge que moi. Donc voilà, donc moi je crois en rien de mystique, mais des fois il y a des choses vraiment incroyables et voilà, j'avais envie de préciser ça. Donc en fait je le conseille quand vous sentez vraiment que c'est le bon moment pour vous. Voilà, moi j'ai eu des signes comme ça qui m'ont dit c'est maintenant qu'il faut y aller, j'y suis allé et j'en ai retiré plein de choses très bonnes. C'est la dernière étape de la vidéo où je vais arriver plus tard. Et voilà, mais je conseille à chaque personne d'avoir conscience que ce genre de stage existe, que c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer des portes, qui peut vraiment vous aider si vous vous sentez perdu. Si vous êtes quelqu'un qui vous sentez un peu perdu dans votre quotidien, vous ne savez pas vers quoi aller, ça peut être une solution. C'est un peu violent, c'est peut-être la solution un peu extrême, mais ça peut être enrichissant. Je conseille aussi aux personnes qui sont curieuses, en fait, qui ont juste envie de tester des choses. Voilà, peut-être des personnes qui ne sont jamais intéressées au développement personnel, spirituel, qui ont toujours été dans leur quotidien, qui ont fait leurs études, qui bossent maintenant. Ils ont 2 semaines de vacances, peut-être ils ont envie de tenter quelque chose de nouveau. Je vous assure que vous allez vous sentir vraiment enrichi en sortant de ça. Pour finir cette vidéo, j'aurais pu parler encore plein de choses, plein de petites analyses que j'aurais pu faire sur comment ça se passe, mais je vais essayer de rester assez court, entre guillemets, relativement court. Et je vais finir juste en évoquant ce que moi ça m'a apporté. Alors c'est encore à titre personnel, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce que ça peut vous amener en fait.
Premier élément, une clarté incroyable. Je reviens un petit peu sur quelque chose. Je vous ai dit que dans notre quotidien, on était surstimulé. On est surstimulé, il y a des éléments qui nous incitent à dépenser de la dopamine tout le temps, les Netflix, les trucs comme ça. On est surstimulé, on a plein de responsabilités. Notre esprit est embrouillé. Il est embrouillé, mais on ne s'en rend pas compte en fait. C'est ça qui est incroyable. On ne s'en rend pas compte. Notre esprit est embrouillé. Et là, une clarté d'esprit assez incroyable. Ça a été évident. Qu'est-ce que je veux faire en 2021 ? Qu'est-ce qui est important pour moi en fait ? C'est devenu une évidence. Je le savais déjà en fait. C'était des choses que je savais déjà et peut-être que c'était déjà relativement clair parce que j'étais déjà dans cette démarche de me poser les questions de manière clairement dans des étapes peut-être méditatives, etc. Mais là, c'était limpide en fait. C'était évident. En janvier, je vais faire ça. En janvier, je repars sur la route. Je vais essayer de faire des volontariats et surtout, je vais transmettre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est pour transmettre ce que j'ai appris en fait, et c'est pour transmettre aux autres, donner en fait aux autres peut-être des éléments de réponse, peut-être des choses qui peuvent inspirer d'autres personnes dans leur quotidien et aussi plus de clarté sur la personne que j'ai envie d'être. Moi j'ai eu vraiment un processus évolutif très intense aussi, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup changé, notamment dans mon style de vie ces 3-4 dernières années et vraiment ça m'est paru évident qu'il fallait que je sois quelqu'un de plus généreux, de plus tolérant. Je considère l'être déjà, plutôt l'être déjà, mais vraiment beaucoup plus que c'était des clés dans la vie qu'il faut apprivoiser. Et on est dans un monde, en tout cas dans une société tellement individualiste. Je ne dis pas ça en tant que bon samaritain, mais il faut le donner aussi pour une raison, c'est parce qu'on s'identifie aux choses. Si on fait faillite, si on a des grosses dépenses, si on rencontre quelqu'un de plus riche que soi, on se sent diminué. C'est l'ego qui s'identifie à quelque chose qui est extérieur, l'argent, par exemple. Et en donnant, on devient plus humble puisqu'on se désidentifie un petit peu de son argent, puisqu'on le donne à d'autres personnes. C'est moi mon argent en fait, puisque je le fais partager. Donc voilà, par exemple, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Je pense que c'est déjà assez complet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je mets les liens dans la description. Et abonnez-vous parce que je vais refaire d'autres vidéos cette année. Je n'ai pas pour but de devenir un grand youtubeur ou qu'importe. J'ai vraiment envie de continuer de partager les choses que j'ai pu apprendre sur la vie et sur la société, sur l'épanouissement, sur le développement spirituel. Voilà, salut!